Alors, synthèse, je ne sais pas trop si c'est une synthèse en fait. C'est un billet d'humeur par rapport à ce que j'ai vécu, que j'ai bien vécu d'ailleurs, même si je suis un peu fatigué parce qu'on a quand même un peu abusé hier soir, et que je n'ai pas eu à mon âge le temps de faire la sieste, parce que rien n'était inintéressant, donc quelquefois on peut s'assoupir un peu, mais là non. Bon, alors je voudrais, comme vous êtes hyper sympa, que j'ai rencontré des gens formidables tout au long de ces 2 journées, comme j'adore l'équipe organisatrice, je vais éviter les sujets qui fâchent. C'est dommage, vous allez me dire, parce que j'ai l'habitude, je suis connu pour être un peu provocateur, mais non, je vais les éviter. Je n'aborderai pas 2 points. La question du périmètre de la justice restaurative. Je ne l'aborderai pas parce que je sais qu'il faut avoir une vision œcuménique de la justice restaurative, une vision souple. En tant que sociologue, je suis assez constructiviste. Ça veut dire que je définis la justice restaurative à travers le discours de ceux qui la pratiquent et la mettent en œuvre. C'est comme ça qu'on en définit les contours et les limites. Dans la mise en œuvre de ce que font les gens et de ce que disent les gens qui sont des acteurs de ce qu'ils font. S'ils ont envie de se baptiser restauratif, eh ben, moi, je le prends comme objet d'analyse tel quel. Je n'ai pas à être normatif en tant que sociologue, j'ai à épouser le discours des acteurs. C'est exactement ce qu'on fait en médiation quand on est médiateur. Donc, je n'aborderai pas la question, même si quelqu'un en dit c'est pas vraiment, il y a des pratiques qui ne sont pas vraiment restauratives, c'est vrai qu'elles relèvent plus d'un renouveau, d'un revival du travail social de justice. Mais c'est super que ça bouge. Donc, si la justice restaurative, si le concept a permis de faire bouger des pratiques judiciaires, socio-judiciaires vieillissantes et un peu routinisées, comme je les avais analysées dans mon bouquin de 92, Justice et travail social, eh bien tant mieux, ça sera un des effets positifs de ce mouvement de la justice restaurative. Donc, je n'aborderai pas la question du périmètre. Je n'aborderai pas non plus un point qui me taraude depuis longtemps, c'est la pertinence de l'expression « justice restaurative ». Alors, mes amis québécois, vous avez vu que je les fréquente beaucoup, détestent cette expression, évidemment, ils y préfèrent celle de réparatrice. Mais moi, ce qui me pose question, c'est l'autre mot. C'est plutôt justice. Parce qu'en réalité, parle-t-on... Alors, quand vous parlez à des gens de justice restaurative, ils ne comprennent pas grand-chose de ce que ça veut dire. C'est quand même un mot obscur, une expression obscure. Alors, est-ce que c'est l'idéal de justice ? Est-ce que c'est l'institution de justice ? Il y a une confusion entre tout ça. Moi, j'aimerais bien que ce soit l'idéal, mais la perception de pas mal de gens, c'est que c'est l'institution. D'où nécessité quand même toujours d'expliquer la démarche. Donc voilà, ça nous vient de Howard Zehr et de ses... Bon, vous savez, Serge en a bien parlé, on avait inventé la justice réparatrice, dit-il, bien avant que Howard Zehr ne nous lance son message messianique qui s'adapte assez mal finalement à la société sécularisée qu'est la nôtre. Mais bon, on peut dépoussiérer tout ça et puis l'adapter à notre culture institutionnelle et sociale française. Donc pas de problème, tout ça est malléable et souple et adaptable. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a beaucoup, parce qu'en fait, je suis très connu dans le monde de la médiation, mais pas beaucoup dans celui de la restorative justice. Je viens de la médiation. J'ai découvert la médiation en 1983 dans la ville de Québec, et depuis, je n'ai cessé de, catalyser des programmes de médiation, alors dans tous les domaines. Je ne suis pas spécialisé dans un domaine particulier, j'ai une vision globale des pratiques de médiation, mais j'ai travaillé plus particulièrement dans la médiation pénale au départ, qui est devenue ce que vous savez, c'est-à-dire un rappel à la loi, qui n'a plus de médiation que le nom, d'où la pertinence de rebaptiser tout ça médiation restaurative pour s'en démarquer.
de la médiation scolaire dans les écoles. Je crois beaucoup à la formation, à la paix, au dialogue et à la concertation, à la coopération des enfants au niveau des écoles et des collèges. J'ai catalysé des programmes de médiation citoyenne dans les quartiers pour gérer les querelles de voisinage, et quelquefois un peu plus. J'ai aussi participé au développement de la médiation familiale, à laquelle je crois beaucoup. Je me suis aussi intéressé à la médiation politique. J'ai publié un livre là-dessus, dans les conflits internationaux. Vous voyez ce qu'il arrive aujourd'hui. C'est pas très mobilisé. Enfin, en tout cas, c'est pas très visible. Mais il y a des gens qui s'activent sur le terrain, mais on n'en parle jamais. Et puis aussi la médiation. Dernièrement, c'était plutôt sur ça que j'ai travaillé, la médiation dans les hôpitaux, dans les questions de santé, les conflits entre personnel et soignés, entre soignants aussi. Enfin, c'est des lieux de conflit d'autant plus conflictuels qui sont saturés et qui n'arrivent plus à gérer la demande de santé. Donc voilà, je viens de là. Du coup, du fait de mon expérience, j'ai été nommé membre du Conseil national de la médiation. Alors, je ne dis pas ça pour parler de moi, mais c'est parce qu'en fait, dans le Conseil national de la médiation, qui a été composé par le ministère de la Justice, ce qui n'est pas l'idéal quand même, il aurait mieux valu que ce soit une structure indépendante ou interministérielle, mais que ça appartienne à la justice, c'est pas trop l'idéal, mais on nous laisse quand même libre cours pour réfléchir à l'éthique, à la déontologie, à la définition de la médiation. Alors, un de mes rôles, ce n'est pas le seul, mais c'est d'introduire la médiation restaurative dans le débat collectif qui a lieu sur la médiation et qui vise quand même à repenser les modalités de formation des médiateurs. Vous savez et à les harmoniser en quelque sorte. Vous savez qu'on a des médiateurs qui se disent médiateurs qui n'ont pas de formation du tout. Il y a des gens qui ont des formations de 8 jours. Il y a alors des informations en fait, parce qu'ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Pas des formations. Et vous avez, à l'autre bout du spectre, vous avez les médiateurs familiaux qui, en France, passent un diplôme d'État qui coûte très cher et qui mobilisent leurs énergies pendant 2 ans avec 600 heures de formation. Donc on est face à ce marché qui est complètement éclaté et incohérent. Donc on a pour mission de mettre de l'ordre dans cette pagaille. Et donc forcément, les médiateurs restauratifs pourront parler. Si je les introduis dans le débat, ils vont être concernés par ces réformes. Donc ça peut modifier peut-être des processus de formation par la suite. C'est le risque. Mais ou vous restez marginaux et vous n'êtes pas inclus dans cette réflexion générale et vous faites ce que vous voulez, ou si vous êtes inclus dans cette réflexion générale, vous allez être peut-être obligé de modifier un peu le nombre d'heures de formation, les exigences des contenus, etc. Voilà, bon, je vous en parle parce que je suis un témoin privilégié et je suis votre relais, si vous voulez, par rapport au Conseil national de la médiation. Alors, je vais commencer par de la calinothérapie, puisque je vous aime beaucoup. Et après, je poserai quelques questions, mais pas très dérangeantes, parce qu'elles ont été évoquées par les intervenants précédents. Alors, calinothérapie, ça c'est assez sensible comme témoignage, c'est ce que j'ai ressenti. J'étais absolument fasciné par l'incroyable dévouement de beaucoup d'entre vous, que j'appelle, mais de façon positive, pas pour me moquer, des cœurs purs. Pour faire de la justice restaurative, il faut être un cœur pur, je crois. Et seulement, les cœurs purs ne prennent jamais le pouvoir politique, donc nos sociétés n'évoluent pas beaucoup, quoi. On n'a que des cœurs impurs qui accèdent au pouvoir. Alors c'est compliqué, quoi. Donc responsabilisez-vous, présentez-vous aux élections pour que les choses changent. Donc soit en tant que bénévole, il y en a dans la salle, j'en ai rencontré, soit en tant que professionnel, vous consacrez une part considérable de votre travail, en plus de votre travail. Pendant vos loisirs, vous investissez de façon extrêmement généreuse dans plein d'actions innovantes, au profit finalement d'individus qui souffrent, et ça c'est quand même absolument estimable.
Donc cette grandeur d'âme m'a touché dans les témoignages que j'ai recueillis pendant ces 2 jours. Votre croyance en l'humain, c'est-à-dire les capacités qu'ont les individus, même les plus difficiles au départ dans l'accès qu'on en a, la capacité des personnes à gagner en compétences, à changer positivement leur trajectoire et à apprendre, à grandir, à donner du sens à leur destin. Et ça, cette croyance-là, elle n'est pas universellement partagée quand même. Donc, il me semble que ça vous rassemble. Comment peut-on devenir facilitateur ou médiateur si on n'a pas d'espérance en la capacité des humains de changer positivement? Deuxième point, je continue ma calinothérapie. Deuxième point, vous avez su de façon incroyable, je n'étais pas du tout informé de tous les partenariats qui se montaient sur le terrain. Il y a des choses tout à fait étonnantes, parce que moi je suis d'une génération où les institutions campaient chacune sur leur précaré et ne communiquaient absolument pas entre elles. Quelques acteurs de temps en temps arrivaient à bricoler des trucs pour mettre en synergie leur projet, mais c'était vraiment très rare, et les projets s'effondraient dès lors qu'ils étaient mutés ou qu'ils prenaient leur retraite et qu'ils partaient. Donc là, on dirait qu'il y a quand même un début d'institutionnalisation, mais le mot est un peu peut-être fort encore, mais disons la prise de conscience qu'on est plus intelligent et plus fort ensemble que tout seul. Et ça, c'est quand même important. Donc il y a des montages institutionnels, des décloisonnements, puisque c'est le mot qui a été prononcé plusieurs fois, qui sont absolument surprenants. Vous avez même réussi à intégrer parmi vous des gens dont on ne pensait pas qu'ils pouvaient vous rejoindre. Donc voilà, je ne donne pas d'exemple, mais vous les connaissez, vous les avez évoqués vous-même. Moi, ce décloisonnement, cette collaboration, cette coopération entre les institutions et tout type d'acteurs montre que vous avez su sortir de vos logiques corporatistes pour vous ouvrir à une réflexion commune et à un projet commun. C'est formidable. C'est comme ça qu'on va avancer. Troisième point, ça rejoint un peu les 2 premiers. Vous êtes plein, à juste titre, me semble-t-il, mais c'était pas un lamento quand même, c'était pas larmoyant, heureusement. Vous êtes plein de votre absence de moyens, de ne pas avoir suffisamment de postes dédiés. Il ne faut pas que vous en ayez trop non plus. Il faut que ça reste une passion. Trop de confort nuit à la créativité. Donc moi, je trouve qu'avec les moyens que vous avez, vous vous décarcassez remarquablement pour inventer des trucs, pour changer le réel de pas mal de gens, et pour créer ces ateliers de communication, comme le disent Catherine et Serge, moi que j'appelle des ateliers de démocratie, c'est à peu près la même chose en fait, qui vont sauver nos sociétés de la cachexie, je crois. Donc en fait, vous avez dit que vous pratiquiez un sport de combat. La notion de combat n'est pas très compatible avec l'idéal restauratif et avec l'idéal de médiation. Donc je dirais un sport de débat. Mais ça flirte. Hein. Et vous essayez de créer de nouveaux paysages pour tous ceux qui ont besoin de changer d'air et de changer de vision d'eux-mêmes, et parfois de changer de vision des autres. Parce que le concept de travail sur l'altérité est absolument fondamental en justice restaurative, me semble-t-il. Donc, et puis alors, j'ai une admiration parce que pour tous ceux qui ont des cultures professionnelles qui sont très très éloignées de la posture du médiateur ou du facilitateur restauratif, parce que ça suppose de se déprendre totalement des conditionnements culturels qu'on vous a inculqués, soit auprès des victimes, soit auprès des auteurs, soit parce que vous êtes hyper juriste et que vous pensez le monde en règle de droit. Il faut déconstruire tout ça pour pouvoir accéder à cette posture. Et c'est
Et c'est douloureux, en fait. C'est pas facile. Je forme je sais pas, j'ai dû former 3000 médiateurs au moins, je ne sais pas combien, enfin, j'ai pas compté, mais ça doit être ça, depuis 20 ou 30 ans, et un peu partout, d'ailleurs, pas qu'en France. Et il y a des gens qui accèdent très facilement à la posture, mais très vite, et d'autres qui galèrent, mais qui souffrent, qui pleurent en formation, parce que c'est tellement difficile d'oublier tout ce qu'on a appris jusque-là et de recommencer à zéro. C'est vrai. Moi, je suis admiratif devant ce travail de remise en question. Tout le monde n'est pas capable de le faire, donc tout le monde n'est pas capable de devenir facilitateur ou médiateur restauratif. Ça, c'est clair. D'ailleurs, certains commencent et puis s'aperçoivent très rapidement, et c'est très honnête de leur part, s'aperçoivent qu'ils ne sont pas faits pour ça et qu'ils ne peuvent pas y accéder. Donc voilà, j'en ai fini avec la calinothérapie, il ne faut pas exagérer non plus. Donc je vais vous poser quelques questions, mais auxquelles vous avez quand même en partie répondu largement. Bon, depuis 10 ans, puisque je suis intervenu déjà plusieurs fois en fait dans les trucs de justice restaurative, ils ne trouvent personne pour faire les synthèses parce que, en fait, en général, ça demande beaucoup d'attention et de travail. Et on parle devant des auditoires qui sont clairsemés parce que tout le monde est parti prendre des avions et des trains et tout le monde est épuisé. Donc évidemment, il n'y a pas beaucoup de vocation de synthétiseur. Donc Benjamin a su me séduire comme il sait le faire avec plein de gens, sauf pour trouver l'argent, il n'en trouve pas assez. Mais enfin bon. Mais moi, j'en ai pas. J'ai rien à donner. Donc il m'a convaincu, c'est vrai, je n'ai pas accepté tout de suite, il m'a convaincu de venir faire la synthèse. Je l'avais déjà faite à l'ENAP il y a 2 ans, donc il fallait que je me renouvelle. Alors, je n'avais pas fait la synthèse à l'UNESCO, mais j'avais fait quand même une intervention. Et donc moi, je trouve qu'il y a une évolution. Il me semble que, et ça, je trouve ça sympa, il me semble que vous commencez à vous émanciper de la tutelle judiciaire. Et je le demande depuis 10 ans. Et ça commence. Benjamin l'a affiché d'entrée de jeu. Il a dit, alors je l'ai marqué, je ne sais plus où c'est, j'ai perdu. Je ne sais pas, quelle est ta phrase exacte? Je ne me rappelle pas. Bon, c'est un peu pagailleuse, mes notes, je ne retrouve pas la phrase. Alors, je vais utiliser une métaphore papale. Il y a la justice restaurative urbi, c'est-à-dire dans le champ pénal, et orbi, c'est-à-dire dans le champ social. Alors, dans le champ pénal, il y a des trucs qui se passent quand même. On voit que la médiation restaurative écrase un peu trop, peut-être, les autres dispositifs. En fait, la médiation restaurative a, me semble-t-il, une vocation à faire du quantitatif. Il faut se méfier du quantitatif. Parce qu'elle est facile à mettre en œuvre, plus facile que le reste. Mais le qualitatif qui se fait dans les cercles, dans les rencontres, etc., est vachement précieux. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est pas gratifié, mais c'est courageux quand même de maintenir ces pratiques, même si elles sont difficiles à organiser. Donc là, il y a quand même une évolution assez sensible. Je ne sais pas encore, on verra ça dans 10 ans, s'il faut s'en féliciter ou s'en inquiéter. Mais par contre, contrairement, alors là, on a l'habitude de se chamailler amicalement depuis quand même 30 ans, bientôt 25, pardon, avec Serge. Je trouve que le modèle relationnel qui vous fascine est quand même critiquable. Alors pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'objectif de faire se rencontrer les gens. C'est très bien de ne pas avoir de projet pour les personnes. C'est les personnes qui décident, naturellement, si elles veulent se rencontrer ou si elles ne veulent pas. Mais là, quand même, il me semble que c'est une éventualité très marginale, la rencontre, dans le modèle relationnel. Or, mon expérience, ma vieille expérience de médiateur, me conduit à penser que la rencontre, c'est magique. Et que ça produit des effets que rien d'autre ne peut produire. La rencontre physique des corps, des face-à-face entre les individus,
qui pleurent, qui souffrent, qui se mettent en colère parfois, mais qui sortent de leur gonds, de leur zone de confort, et qui font un travail non pas pour être d'accord avec l'autre, mais pour comprendre que l'autre est différent de soi-même et qu'il puisse avoir une définition de la réalité opposée. Ça, ce travail, si on n'a pas l'individu en face de soi, c'est pas possible. Il est très imparfait et pas abouti, me semble-t-il. Donc moi, même s'il ne faut pas avoir de projet pour les personnes, je ne peux pas m'empêcher, dans ma tête, de souhaiter que le processus aboutisse à une rencontre physique entre les individus. Je sais bien que ce n'est pas purement éthique, mais c'est comme ça que je fonctionne, parce que j'ai trop vu de rencontres magiques qui produisent des effets que je n'avais absolument pas soupçonnés entre les individus. Donc n'ayez pas peur de faire rencontrer les personnes, même si certains craignent la rencontre parce qu'ils ne savent pas gérer ça, parce qu'ils ont eu l'habitude professionnellement de ne rencontrer que des individus. Donc c'est un peu angoissant au début quand on fait se rencontrer des définitions de la réalité antagonistes. Alors, il y a une question qui a été posée par Antonio, le grand président du Conseil scientifique, qui quand même vaut la peine d'être réfléchie. Il considère, si je te trahis, tu me le dis, il considère quand même que le risque des pratiques actuelles, des pratiques restauratives actuelles et de la loi de 2014 qui les contraint un peu, on reste dans Urbi, le champ pénal, là. Le risque, c'est que finalement, elle ne s'attaque pas à la transformation des logiques pénales pour laquelle la médiation, quand je l'ai portée dans ma jeunesse, où l'idéal restauratif a été conçu. Ça n'a pas été conçu juste pour faire du bien à des individus en marge du système. Ça a été conçu pour changer les logiques du système, pour l'humaniser. Or, les dispositifs que vous mettez en œuvre sont certes précieux, mais ils n'attaquent pas le noyau dur du système, qui reste un système violent, qui travaille dans une logique de vengeance, d'expiation, et pas de réconciliation. Le système judiciaire n'a pas été conçu tel qu'il existe depuis Napoléon comme un système de pacification des conflits, mais comme un système de vengeance institutionnalisée. Donc c'est le modèle de la guerre. Et vous apportez un oasis de paix aux lisières d'un système qui repose sur le modèle de la guerre. Et vous êtes trop faible pour renverser cette logique. Pour la renverser, il faudrait rentrer. C'est ce que il n'a pas dit comme ça. Moi, je vais cash plus que lui. Il s'est entouré de précautions. Il faudrait rentrer dans le système davantage, par exemple, en intégrant. Je sais bien que ça rentrerait en contradiction avec certains principes éthiques que vous avez conçus dans votre action. Il faudrait faire rentrer comme ça se fait en médiation familiale ou en médiation civile, le processus restauratif dans le sentencing judiciaire. C'est-à-dire que s'il y a effectivement en même temps une procédure et un processus restauratif, il faudrait que la façon dont se passe le processus restauratif, si elle est positive par exemple, puisse influer favorablement sur la décision des magistrats. Vous voyez ? Ça change de tout. Alors il faut remettre à jour le logiciel parce que ça met en péril les principes éthiques tels qu'ils avaient été définis au départ. Vous savez que le garde des Sceaux a fait des grands discours, pas celui-là, mais précédemment. Moi, j'ai été reçu par lui et avec une vingtaine d'autres membres en juillet au ministère de la Justice, et il nous a vanté le développement d'une politique de l'amiable. Mais c'est au civil. Et j'ai rêvé, parce que je rêve encore, et pas que la nuit, j'ai rêvé qu'il pourrait y avoir une politique de l'amiable au pénal et que la justice restaurative pourrait être l'étendard de cette politique de l'amiable dans le système pénal. Voilà.
Dans cette logique-là, il faudrait que les mesures restauratives soient disponibles pour les personnes. C'est-à-dire que tout ne dépende pas de la décision des magistrats, mais que les gens puissent, s'ils le demandent de part et d'autre, bénéficier d'une mesure restaurative de façon libre, comme le veut l'éthique de médiation. À débattre. Voilà, c'est grâce à Antonio qu'on se pose cette question. Alors, deuxième dimension, Orbi, le champ social. Donc là, Benjamin a tracé les lignes, il est favorable. Il y a 10 ans, c'était moins clair, mais il a évolué, et c'est bien que nous évoluions tous en même temps, en fait. Donc, tu as souhaité cette ouverture vers le champ social, et elle se matérialise dans vos expériences. J'ai remarqué plein de trucs passionnants. D'abord, des conférences, des cercles, des dialogues restauratifs, des cafés. Il y a plein de trucs nouveaux qui s'inventent. C'est génial. Il faut continuer dans cette dimension-là et le multiplier. Il faut passer à la vitesse supérieure, me semble-t-il. Vous abordez des thèmes qui n'étaient pas du tout envisagés au départ. On en a parlé récemment cet après-midi, les violences, les violences qui sont un peu tabous, hein, en pénal, on ne peut pas trop en parler. Et malgré tout, moi je le sais, en médiation familiale, il y a des tas de cas dans lesquels il y a des violences et la médiation a des résultats magnifiques, quoi. Sauf des violences pathologiques, hein, je veux dire ça. Bon, il y a violence et violence, il faut bien être clair là-dessus. Le terrorisme, les affaires de l'Église, par exemple, c'est formidable, ces expériences qui vont se développer. Il y a plein de domaines dans lesquels ça peut être fait, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans des tas de trucs. On peut faire du restauratif partout. Le champ social est immense. Et ça vous émancipe complètement de contraintes juridiques et judiciaires. Et ça va vous faire gagner en notoriété votre action et votre travail. Donc moi, je trouve que c'est assez génial. J'ai repris ma conférence de l'UNESCO il y a 10 ans, je ne sais pas, ça fait 10 ans ? Ouais, 10 ans. J'avais dit, il faut en priorité commencer par les conflits pénaux non traités par le système. Parce que là, vous avez un savoir-faire déjà. Donc, par exemple, lorsqu'une réponse pénale n'est pas envisageable, parce qu'il y a un non-lieu, un acquittement pour trouble psychique de l'auteur, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Lorsqu'il y a prescription, sentiment d'injustice profond, il faut organiser des cercles restauratifs pour justement travailler pourquoi ça se passe comme ça. Première dimension. Deuxième dimension, lorsqu'une réponse pénale existe mais qu'elle n'est pas perçue suffisamment par la famille, par le quartier, par l'environnement professionnel, etc. Cercle restauratif, on en parle. Troisième cas, troubles sociaux causés dans un quartier qui dévastent la paix sociale, mais qui ne font pas l'objet d'inculpation parce que c'est une somme d'incivilités qui finalement ne sont pas traitées par les institutions. On fait des cercles ou des conférences restauratives ou des dialogues restauratifs dans les quartiers. Et on recoue le tissu social qui se déchire, les gens deviennent insécures, se replient sur eux-mêmes et puis finalement déposent le bulletin dans l'urne vers des partis extrémistes, notamment celui auquel vous pensez tous. Donc, moi, je crois que la justice restaurative a un rôle politique majeur à jouer dans l'évolution de nos sociétés qui se fracturent dramatiquement. C'est un des moyens, ce n'est pas le seul naturellement, c'est un des moyens de gérer nos sociétés contemporaines hyper complexes, bousculées par l'individualisation des comportements, les évolutions technologiques, le changement climatique et puis la montée des prurites identitaires et des tentations autoritaires qui menacent nos démocraties. Merci de m'avoir écouté.